Bonsoir amis de 90 minutes au Bénin, bienvenue sur Canal 3 Bénin, Canal 3 télévision.com. Une ordonnance et la polémique qui entre au sujet du maintien de la date du 7 mai pour les communales au Bénin. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui ordonne la suspension du processus électoral en cours, mesure dite provisoire en attendant bien sûr une décision au fond. La même Cour ordonne à l'État béninois de livrer ses rapports de l'exécution de la mesure provisoire dans un délai de mois. Sur cette décision, arguments et contre-arguments des spécialistes par médias interposés. D'un côté, Maître Robert Dossou et de l'autre, Maître Cyril Dikui, tous deux avocats au barreau du Bénin. Loin des hommes en robe noire, nous ferons notre analyse sur ce que pourrait engendrer une telle ordonnance. Le Bénin va-t-il céder à cette mesure, quoique provisoire? Bonsoir, chers confrères Louch Okamba, bienvenue sur ce plateau. Merci. Président Nassé, bonsoir également, bienvenue. Bonsoir. Un second sujet toujours dans ces 30 premières minutes, les communales et les chances de réélection pour les maires sortants. Qui tête de liste, qui devant batailler dur pour se faire porter conseiller avec un challenge, réussir à retrouver le fauteuil municipal. Le bilan va-t-il primer sur toute autre considération d'ordre politique? Bonsoir et bienvenue à vous téléspectateurs. Voici pour vous installer l'actualité lui est traitée par les journaux. Fraternité pour démarrer, pour des propos régionalistes, le bloc républicain se désolidarise de Armand Gansé. Lire le communiqué de presse. Piraterie maritime dans le golfe de Guinée, de nouveaux otages pris au large du Bénin. Puis sixième revue de l'accord de facilité élargie de crédit. Le FMI boucle 125 millions de dollars US pour le compte du Bénin. Le matinal, propos ethnocentriques à Boycon dans le cadre des communales, le BR rappelle Armand Gansé à l'ordre. Sixième et dernière revue de programme, le FMI satisfait de la gouvernance, talon un engagement de 125 millions de dollars US pour soutenir les réformes. Matin livre, Boycon, succession de Luc Atropo, Gansé en mauvaise posture et puis classement mondial de la liberté de la presse. Le Bénin chute à la 113e place. Libération, sixième revue de l'accord de facilité élargie de crédit. Le FMI octroie 125 millions de dollars au Bénin. Le potentiel programme FEC avec le Fonds monétaire international, Talon obtient 125 millions de dollars US de promesses d'ici mai. Propos xénophobes, régionalistes, nauséabonds et abjects. Armand Gansé a déraillé. On continue avec cette fois-ci un autre journal, Le Soleil Bénin, mise en œuvre des réformes sous la rupture. Le FMI satisfait des performances économiques du Bénin. Et puis le colonel nous déroule le joker de taille pour révéler comment c'est s'agissant donc des élections communales et municipales. La nation, gouvernance économique et financière au Bénin, le FMI marque sa satisfaction. Et puis l'opinion aujourd'hui pour terminer. L'opinion aujourd'hui, Maître Cyril Dikui au sujet de la décision de la CADHP sur les communales au Bénin. Cette cour donne l'impression que, je cite, les États n'ont plus de souveraineté. Et puis le secteur tourisme, culture et art, en 4 ans de rupture, des raisons d'espérer une renaissance touristique et culturelle. Voilà donc qui met un terme aux journaux que nous avons sélectionnés pour vous. Voici donc pour démarrer le duel. Retour donc plateau, je retrouve mes deux débatteurs du jour. Prudent Nassé de FM. Quel était le menu du journal par les 13h chez vous aujourd'hui? Je voudrais internet pour dire que je n'étais pas à la rédaction cette semaine. Je viens d'Alada. Oui, d'une formation tout à fait. Je participe à une vrai. session de coproduction sur, je dirais, les élections. Nous sommes à Alada, une dizaine de radios de du quoi département de l'Atlantique. Parlez-nous un peu pendant que nous y Non, sommes. ben, il s'agira pour nous de produire des émissions qui vont être diffusées pour sensibiliser les électeurs sur le profil des bons conseillers communaux, mais aussi faire le bilan des conseils communaux qui sont en train de s'achever, la 3e mandature, et d'entrevoir les perspectives pour la 4e mandature. Tout ceci intervient dans le cadre, je dirais,
des productions de la FECAB, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, qui a reçu un financement de la coopération suisse. Il s'agit donc de redevabilité. Il s'agira-t-il d'influencer le choix des électeurs, puisque quand vous parlez de bilan, ça veut dire que vous voulez dire à ces électeurs, attention, si vous voulez élire telle personne, comptez sur son bilan et pas telle autre. Pas vraiment. Nos productions ne sont pas personnalisées. Donc, il s'agit de productions qui donnent les grandes lignes, qui voient un peu les difficultés. Et objectivement, nous travaillons sur des magazines, des reportages, je vais dire des enquêtes et des micro-programmes. Merci. L'opinion aujourd'hui, c'est bien vous, directeur général de ce quotidien-là. C'était quoi le menu de votre journal? C'est vrai que j'ai juste relayé un ou deux titres. Après ça, il y a quoi d'autre à découvrir dans les colonnes de votre quotidien? C'est vrai que l'opinion aujourd'hui est venue en dernière position de votre revue. Oui, tout à fait. Ça a permis à tout le monde de voir la vitrine du journal et le contenu. Le contenu est beaucoup plus sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Sur laquelle on va revenir d'ailleurs tout de suite, oui, allez-y. Merci beaucoup. Et ensuite, à la 2, vous avez eu les efforts que le gouvernement fournit pour redorer le blason du tourisme et de la culture. En 4 années, tout à fait. Afin de positionner le secteur dans le développement du pays. C'est un peu ça. Et puis, en dernière position, vous avez eu également le classement du Reporters sans frontières. Tout à fait. Un classement le Bénin qui chute de 17 places. De 17 places. 16e place à la 113e place. De 17 places. C'est pas reluisant pour nous qui sommes hommes des médias. Bon, mais donc ça doit susciter une grande réflexion et faire des propositions au gouvernement par rapport à ce classement-là afin que le Bénin puisse retrouver sa lettre de noblesse. Très bien. On va revenir sur le premier sujet. Il s'agit bien de cette ordonnance de la CADHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui ordonne sursis à la tenue des élections communales et municipales au Bénin sur requête d'un citoyen béninois, Sébastien Germain Djavon, il faut le dire. Comment avez-vous accueilli cette information, vous, Elojo Kambawa? C'est une décision qui vient malheureusement de la Cour africaine des droits de l'homme, une cour qui, quand vous êtes membre, alors toutes ces décisions sont placées un peu au-dessus des décisions de vos juridictions à l'interne. Et donc, l'État aura choisi entre céder à la décision de la Cour ou continuer tête baissée le processus électoral. Dans tous les cas, vous avez vu aujourd'hui, les spécialistes de la question se sont rivalisés de compétences pour expliquer le contenu de cette décision. Qu'adviendra-t-il? Quelle est la position de l'État? Nous n'en savons encore rien. Dans tous les cas, l'État a un mois, d'accord, pour manifester, pour donner son point de vue sur la décision qui a été prise par cette Cour-là. Mais quels sont les impacts que cette décision aura sur le processus électoral et après? Je crois que c'est autour de cette question que nous allons essayer d'apporter quelques clarifications. Impact d'une décision, c'est vrai, une ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Prudent. D'abord, la décision elle-même, comment vous l'avez accueillie, vous? Il faut quand même préciser qu'il s'agit de mesures conservatoires. D'abord, voyons la question de la saisine. La Cour peut être saisie par des citoyens, des ONG ou même les commissions. Donc ici, celui qui saisit la Cour, c'est un citoyen béninois. Deuxièmement, dans les tests de la Cour, le protocole portant statut donc, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il est clairement dit que la Cour peut prendre des mesures conservatoires si elle estime que les parties l'ayant, je dirais, saisies sont brimées dans leurs droits. Donc la mesure conservatoire participe, je dirais, du processus de jugement. Et le jugement aussi est circonscrit dans le temps à travers les statuts. Il est dit qu'après les audiences au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, 90 jours après, l'arrêt doit pouvoir être rendu. Et quand on prend un peu le mode de désignation des juges, on peut se dire a priori qu'il ne s'agit pas de juges d'un seul pays. Il s'agit quand même de juges de tous les pays d'Afrique, en tout cas choisis comme ça. Ils sont 11, je crois. Mais l'autre chose aussi que nous devons observer dans cette mesure conservatoire qui vient d'être prise, c'est qu'on demande à un État souverain de surseoir à une élection qui a déjà accusé un retard si on s'en tient au code électoral. Si on s'en tient au code électoral, nous sommes en retard. Parce qu'il est dit que les élections législatives et communales devront se tenir au mois de janvier. Donc,
la présidentielle se tiendra en 2021. Est-ce que nous allons, parce que si nous partons du principe qu'il faut attendre 30 jours pour envoyer les documents au niveau de la Cour, qu'elle tienne ses audiences, et que dans un délai de 92 jours après les audiences, quand elle aurait fini les audiences, elle rendrait un arrêt, vous voyez, on serait... Ça veut dire que si on cumule les délais, le Bénin va se retrouver dans... peut-être en fin d'année pour organiser une élection pour laquelle le processus a déjà été lancé. Nous sommes pratiquement à la fin. On attend la mise en place du matériel sensible pour aller au vote. Nous sommes à moins d'un mois des élections. Donc, évidemment, il est aussi dit dans les tests, je dirais, réglementaires de la Cour que quand un État décide délibérément de ne pas observer les décisions de la Cour, on peut toujours aller au niveau de la conférence de l'Union. Donc, il y a aussi cette possibilité qui est entrevue pour la partie qui se sent brimée. Donc, je pense à Adjavon. Si, entre-temps, l'État ne respecte pas les mesures conservatoires, Adjavon peut toujours aller au niveau de la conférence de l'UA. Et il est aussi dit quelque part que la Cour peut dédommager la partie ou la personne qui se sent, je dirais, brimée. Oui, sur cette question-là, oui, vous avez tantôt parlé de l'impact. Quel impact entrevoyez-vous déjà si le Bénin n'appliquait pas ces décisions? C'est vrai que quand vous lisez l'article 7 de la Constitution du Bénin, elle positionne, cette disposition, la disposition de l'article 7 de la Constitution du Bénin positionne la Cour africaine des droits de l'homme dans une position quand même qui nous contraint à respecter les décisions qui viennent d'elle. Mais il se trouve qu'on est dans un cas qui vient de décrire, un cas, on est dans un délai trop serré, et s'il faut tenir au respect des normes démocratiques qui impose la bonne tenue, la tenue à bonne date des élections, il faut forcément qu'on aille aux élections. Donc, ça nous contraint à ne pas regarder cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui s'impose à nous. Dans tous les cas, le fait de ne pas l'observer n'efface pas la décision. La décision reste. Parce que cette décision est assimilable à une décision d'une juridiction au plan national telle que la Cour constitutionnelle. Et imaginez qu'on se retrouve dans un contexte où c'est la Cour constitutionnelle qui en vient à prendre une telle décision. Qu'en sera-t-il? C'est la question qu'on doit tous se poser d'abord. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas aujourd'hui quel est le rôle à quelle juridiction on peut assimiler la Cour africaine des droits de l'homme ou les juridictions à l'international ou au plan régional. Donc, ils doivent comprendre d'abord avec quelle juridiction au plan national les décisions qui viennent de ces cours-là peuvent rivaliser. Et si ces décisions peuvent rivaliser avec les décisions de la Cour constitutionnelle, par exemple, on doit se poser la question de savoir qu'en fera-t-on si, entre-temps, une telle décision venait de la Cour constitutionnelle. Et par rapport à ça, c'est à nous. Si l'État décide de ne pas observer la décision, la Cour prendra acte et rendra compte au chef, à la conférence des chefs d'État membres de cette Cour. Laquelle peut être saisie également, comme l'a dit... tout à fait. Et les décisions qui s'imposent vont être prises par la conférence des chefs d'État. Dans tous les cas, le fait de respecter ou de ne pas respecter cette décision est un indicateur qui influence la négociation, par exemple, au plan international, des investissements, par exemple. C'est un indicateur, par exemple, comme la décision, comme le classement de la RSF, qui influence, vous voyez, le niveau du respect de la gouvernance au plan démocratique, qui influence le niveau du respect des droits de l'homme. Vous voyez. Donc, à partir de ce moment, nous devons savoir que nous sommes dans un contexte particulier au Bénin, et c'est l'État qui décide aujourd'hui de respecter cette décision qui vient de la Cour africaine des droits de l'homme ou de ne pas respecter et de subir les dispositions qui s'imposent, qui vont être prises par la conférence des chefs d'État. Oui, donc, moi je pense même qu'en matière de compétences, les compétences pour moi de la Cour constitutionnelle sont au-dessus des compétences de cette juridiction africaine, dans la mesure où les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours, mais celles de la Cour africaine tout à fait, des droits de l'homme, voilà, et même si, puisqu'il est prévu aussi dans ces statuts qu'un État ne puisse pas respecter ses arrêts. Et dans ces cas d'espèce, c'est que les partis peuvent toujours se déférer à un niveau supérieur, notamment devant la conférence des chefs d'État. Comme on le dit couramment, on peut élever le conflit à un niveau supérieur. Aujourd'hui, ce que moi je trouve, c'est qu'on a un citoyen qui aujourd'hui s'estime brimé dans ses droits et qui demande réparation de préjudice. Donc, dividende pécuniaire, certainement,
Parce que c'est ça qu'il faut voir derrière cette saisine. Non, c'est d'abord la suspension du processus, parce qu'il estime que... Non, la suspension du processus vient dans une mesure conservatoire, et on l'observe au niveau des juridictions ordinaires de notre pays, où dès qu'un dossier est déféré devant les tribunaux, ça porte suspension. Et on l'a observé, même dans le contentieux électoral, quand on dit que quand le dossier est au niveau de la... Dans certains cas, les lois prévoient clairement que quand le dossier est déféré devant la Cour, elle porte suspension de toute poursuite de procédure. Mais dans d'autres cas, on reste mieux là-dessus. Mais ici, il s'agit quand même de la souveraineté d'un État face à une direction. Je vous donne rapidement des allégations faites par le requérant. Il dit « Violation du droit de prendre part à la direction des affaires publiques et du droit à la vie ». Il dit « Sa non-participation à cette élection lui causera un préjudice irréparable ». Voilà les éléments qu'il a utilisés. C'est ce qui me conforte d'ailleurs dans ma position, indiquant que qu'est-ce que le requérant veut. C'est la réparation de préjudice. Oui. Il ne veut pas forcément, parce qu'il aurait, je suppose, qu'en créant un parti politique, il a dû alimenter les cellules, et aujourd'hui il se dit, c'est le moment plus que jamais pour lui donc de faire participer ses militants, et il estime, encore que là, la mesure conservatoire prise par la Cour n'est pas une caution à la requête du requérant. Parce que, à l'arrivée, sur les arguments, les éléments que l'État béninois reverserait à la Cour, il peut arriver aussi que la Cour déboute le requérant. Donc, nous sommes dans un processus normal d'examen de procédure ou d'examen de dossier au niveau d'une juridiction africaine. Parce que la mesure conservatoire, elle est prévue, mais elle ne porte pas, je vais dire, ce n'est pas un arrêt qui est rendu. Et donc, il est aussi prévu qu'un État ne veuille pas. Mais dans ce cas-là, le requérant saisit la conférence des présidents. Et il a dit aussi que dans le cas où le citoyen qui saisit a une décision en sa faveur, elle peut demander réparation de préjudice. Oui, Non, il est clair qu'il faut, aujourd'hui, c'est, comme je le disais tantôt, que c'est une décision provisoire. C'est une décision provisoire et la Cour aura constaté le non-respect ou le respect de la décision. La décision provisoire ordonne suspension du processus. Ça veut dire qu'à ce stade-ci, l'État, si on doit s'en tenir à la décision, doit arrêter le processus électoral qui est en cours et qui aboutit au 17 mai. Mais ce n'est pas la première fois. Mais en fait, la Cour n'a pas encore conclu sa violation de sa mesure conservatoire. En fait, c'est ça. Donc, il faut attendre que la Cour conclue d'abord sa violation de la mesure conservatoire pour en arriver, pour faire le décryptage qu'il vient de faire tout à l'heure. Parce que c'est comment comprendre la décision de la Cour. Il faut l'assimiler à une juridiction au plan national et voir un peu quel peut être l'impact quand l'État ne respectera pas cette décision-là, et analyser les impacts. Parce que dans tous les cas, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où la Cour n'a pas encore constaté la violation de sa décision par l'État béninois. Est-ce qu'on se met dans une posture de wait and see? Wait and see. Ok, mais pendant ce temps, on poursuit, le processus se poursuit, les candidatures sont déjà connues, sont rendues publiques. Je voudrais préciser que ce n'est pas la première fois que l'État béninois ne respecte pas les décisions sous les autres régimes. On a observé qu'on n'a pas respecté des décisions des juridictions africaines. Oui. Donc, ce n'est pas nouveau pour moi. Ok. Mais pour les communales, donc ça se poursuit. Il y a des maires qui sont encore candidats sur plusieurs listes, qui tête de liste, qui deuxième, troisième titulaire et tout. Est-ce que vous voyez en ces maires des chances de réélection? On va peut-être aller au cas par cas, prudent. Oui, des chances de réélection, bien sûr, pour les maires qui ont eu quand même la confiance de leur formation politique, parce que c'est déjà ça. Tous les maires, vous savez, n'ont pas pu être repositionnés au niveau de leur formation politique. Pour ceux qui l'ont été, il y aura aussi un challenge parce que dans la même famille présidentielle, il y a aussi il y a deux listes. Donc aujourd'hui, l'Union progressiste et le Bloc républicain. Donc dans certaines villes, on remarque que les maires qui sont en train d'achever leur mandat auront à affronter des challengers de poids sur la seconde liste du chef de l'État. Donc quand on prend des villes comme Boïcon, Abomey, ce sera le cas. Quand on prend, Abomey, oui, mais Boïcon, ce n'est pas évident parce que celui qui est là vient à Cotonou. À Cotonou, je le disais, celui qui est là n'a pas eu la confiance donc, de son parti. À Abomey-Calavi, c'est clair, le maire actuel, Georges Bada, est candidat sur la liste de l'Union progressiste. Il aura affronté un autre dinosaure
son prédécesseur, notamment Patrice Outougades, c'est la liste BR. Et donc, à Porto-Novo aussi, c'est ça, le maire qui est là, le candidat, je crois, sur la liste du Parti du Renouveau démocratique. Il aura en face des personnalités qui sont candidates sur les listes du pouvoir. Donc, je pense que beaucoup de maires auront, une fois encore, exprimé à la face du monde leur assise politique dans les arrondissements qui constituent les fiefs électoraux. Alors, la qualité ou la plus-value qu'on attendra d'eux, c'est justement d'avoir la majorité déjà après le 17 mai. Donc, si un maire a la majorité, il aurait conforté son ancrage politique dans sa commune. Parce que si vous avez la majorité, c'est le parti qui vous plébiscite. Mais si vous n'avez pas la majorité, ça va être compliqué. Et vu un peu les personnalités qui constituent les listes dans les grandes villes, je dis, ça ne va pas être facile. Dans certaines communes, ça ne va pas du tout être facile. Et le président parlait d'ancrage politique, d'assises politiques. Est-ce que pour une première fois, le bilan pourra primer sur ces considérations-là? Oui, il faut noter que la réforme du système partisan a favorisé un problème, ne donne pas de fortes chances pour les maires sortant de revenir. Ah oui. Parce que quand vous regardez un peu au sein des partis, les partis n'ont pas pris le soin de faire le bilan de la mandature en expiration pour constater qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché avant d'aller au positionnement. Il y avait beaucoup de monde et le casting était difficile pour eux. Et puis, puisque les élections qui viennent en 2021, je parle des élections présidentielles, ces élections seront déterminantes dans les élections présidentielles. À cause de les partis rivalisent de ce parrainage, de qui positionner pour qu'ils puissent garder dans leur giron un certain nombre de maires qui vont être élus à cette occasion. Et donc, à partir de ce moment, le développement à la base n'a pas, à mon avis, n'a pas trop préoccupé les blocs politiques que nous connaissons tous dans le positionnement. Et c'est ça que vous constatez dans les visuels qui circulent. Quand vous regardez un peu, vous voyez des gens que vous n'avez jamais connus, que vous n'avez jamais vus, qui n'ont jamais démontré, des gens qui n'ont même jamais travaillé quelque part, qui sont candidats sur ces listes-là. Est-ce que c'est au plan communal? Est-ce que c'est au plan local? Est-ce que personne n'en sait? Vous n'en savez rien. Donc, nous sommes dans ce contexte-là où aujourd'hui, si vous regardez bien les castings qui ont été faits, par exemple, si vous prenez le cas d'Abomey Calavi, vous voyez le maire Bada sortant en tête de liste de l'Union progressiste, l'ancien maire, le colonel Oussou Guédé, en tête de liste du bloc républicain. Et voilà deux personnes qui justifient déjà d'un bilan, le premier qui est en expiration, le deuxième qui avait déjà fini un mandat contesté, c'est pour ça justement il n'a pas pu rempiler, et celui qui est là, est-ce que le peuple de Calavi va continuer par lui faire confiance? Nous ne savons pas, mais malheureusement il se trouve être tête de liste dans les deux blocs qui soutiennent les actions du chef de l'État. Qui soutiennent les actions du chef de l'État. À partir de ce moment, il est clair qu'on aura un maire qui peut-être, je dis bien peut-être, ne répondra pas aux aspirations de la population. Parce que si tant est que Oussou Guédé avait été empêché d'être réélu, et que si tant est que Georges Bada, bien sûr, Georges Bada, aujourd'hui, ne comble pas les aspirations à la base des populations, ça veut dire qu'on a deux personnes à la tête de ces... Et donc le choix est facile désormais? Non, ça dit que le choix va être facile pour les partis politiques, mais est-ce que ça répond aux aspirations du peuple à la base? Je suis entièrement d'accord, dans la mesure où ne perdons pas de vue que ce sont les conseillers communaux qui élisent le maire. Et quand je prends l'exemple que Eloge vient de donner, notamment à Abomey Calavi, à partir de l'élection municipale et communale de 2015, dans l'arrondissement central où les deux ont été candidats, ils ont tous été élus, notamment le maire sortant et son successeur. Ils ont été élus dans le même arrondissement, l'arrondissement de Calavi, qui donnait 7 conseillers. Ils ont eu 2-2. Et les FCB aussi avaient eu 2. Ça veut dire que les forces étaient égales. Mais à l'arrivée, aucune liste n'ayant obtenu la majorité, l'accord de gouvernance locale a été favorable au maire actuel et a pénalisé Oussou Guédé, dont des colistiers ont fait défection. Donc je pense que ici, comme Eloge l'a dit, pour le compte du scrutin communal, malheureusement, le bilan n'entre pas en ligne de compte dans, je vais dire, la réélection des maires. Il suffira qu'une liste ait la majorité, le parti va plébisciter ce maire-là,
il s'agira aussi, dans certains cas où on n'a pas la majorité, d'aller vers les accords de gouvernance locale, donc le jeu des alliances pour conquérir des mairies. Et là, c'est le prestige du candidat qui compte au détriment de ce que je peux appeler sa capacité à bien conduire les affaires de la commune. Et parfois même, c'est les moyens financiers qui entrent en jeu. Vous savez de quoi je parle, où on offre des millions à des conseillers, où on débauche des conseillers, où des conseillers peuvent aller de gauche à droite en 2 heures de temps ou en 1 heure de temps. Un conseiller qui est avec tel maire aujourd'hui, tel candidat à la mairie aujourd'hui peut se retrouver à une autre session avec un autre candidat. Donc, c'est dans ce jeu-là que... Est-ce que finalement, dans ce jeu-là, le développement à la base n'est pas hypothéqué? Mais c'est clair que le développement à la base est hypothéqué. Si vous prenez le Donc cas on s'éloigne de la décentralisation qui est censée si vous prenez par apporter... exemple le cas de Boycon, où Luc Atropos a été projeté à Cotonou, alors que vous connaissez tout le leadership et vous connaissez aussi toute la considération que Luc Atropos tient au développement à la base, et projeté de cette façon-là à Cotonou, positionner Armand Gansé à Boycon, c'est forcément, quand vous connaissez un peu l'échiquier politique de Boycon, il est clair que c'est pour le faire maire qu'il a été positionné ainsi par son parti politique. Et donc, un Gansé succédé à un Luc Atropos dont vous connaissez le leadership au plan développement, je me demande ce que sera la commune de Boycon. Parce que justement, il est clair que Armand Gansé ne peut pas aller sur les traces de Luc Atropos comme il aurait voulu. Et dans ce cas, Luc Atropos projeté à Cotonou offre de minces chances à lui-même de revenir, parce que les gens qui ne le connaissaient pas, la population de Cotonou, qui avait déjà ses amours pour des candidats, peut vous laisser tomber cette liste-là parce que c'est Luc Atropos qui conduit la liste. Donc, il se pose là aussi des problèmes. Et à partir de ce moment, on ne voit plus le développement dans le jeu. Ce n'est plus un enjeu. C'est plutôt des considérations... Non, je ne suis pas totalement d'accord avec Loge, parce que, quoi qu'on dise, le leadership des candidats va peser donc, dans l'ascension au poste de maire. Parce que quand on prend des communes où des candidats transcendent à travers leur leadership, leur personnalité, forcément, ils ont plus de chances de se faire élire maire à Cotonou. Il faut comparer les listes en compétition à Cotonou pour voir que Luc a quand même quelque chose à vendre à Cotonou. Même si je constate de l'autre côté qu'à Boycon dont vous parlez, qu'à Armand Gansé n'est rien dans la balance, parce que Luc, en venant à Cotonou, a-t-il vraiment préparé la relève? Est-ce qu'il y a quelqu'un de charismatique qui pourrait vraiment remplacer Luc Atropos à la tête de la mairie de Boycon? Et donc, des personnalités fortes vont, je dirais, émerger dans ce conglomérat de conseillers communaux. Parce que c'est d'abord la figure du conseil qui détermine un peu les personnalités qui peuvent porter l'écharpe de maire. Parce que tout le monde ne peut pas être maire. On a des conseillers communaux qui sont enseignants. Quand vous lisez le profil des gens, il y a des gens qui sont connus au bataillon, qui sont enseignants, qui sont dans de second métier. Donc, ceux qui ont déjà une renommée nationale vont émerger facilement de ce conglomérat d'élus communaux. Et c'est comme ça que le jeu se fait pour, je dirais, coopter ou élire un maire. Rapidement, 30 secondes pour conclure, chacun y va. Au cours de cette période de la pré-campagne, vous constatez que ce n'est pas du tout assez sur le développement. C'est assez beaucoup plus sur la personne des candidats qui sont en tête de liste, beaucoup plus en tête de liste. Et à partir du moment où vous mettez un Luc Atropos qui vient de Boycon en tête de liste à Cotonou, qui ne le connaissait pas à Cotonou, ne va pas opter pour son choix. C'est le plan qui se pose. Luc Atropos est candidat dans une circonscription électorale, le 13e arrondissement, qui donne un certain nombre de conseils. Donc, cet arrondissement, pour moi, n'est pas représentatif de la commune de Cotonou, qui fait quand même 49 conseillers. Or, il sera élu dans le 13e arrondissement, qui fait 5 conseillers, je crois. C'est 5 conseillers, c'est 5 sièges qui sont en lice dans cet arrondissement. Donc, s'il est élu dans cet arrondissement, c'est les autres conseillers qui le feront maire. Ou carrément, si ça lisse à la majorité, c'est le parti qui va le plébisciter. Mais s'ils n'ont pas la majorité, le jeu va se faire par alliance, par affinité. Et là, sa personnalité rentrera encore en jeu dans les négociations et les discussions. De toute façon, les analyses se poursuivent. On n'a pas la prétention d'avoir tout dit sur ce plateau. Il y a qu'on va poursuivre ces analyses peut-être lundi prochain sans doute. Je vais vous inviter encore sur ce plateau. On va décrypter chaque candidature. On va évoluer comme ça. J'espère que vous serez là le jour qu'on va voir.
Vous serez également là, Prudent. Oui. C'était donc le duel. Quand même les grandes villes. Pour Merci, apprécier. merci à vous d'être passé. Tout de suite, on va laisser place pour le journal télévisé.